Le dandy. Nombre d'entre nous se sentent pris au piège dans le rôle étroit qu'ils sont censés jouer. Nous sommes donc instantanément fascinés par ceux qui s'en échappent avec souplesse, qui cultivent l'ambiguïté, se créent un personnage. Les dandys nous exaltent car ils n'entrent dans aucune catégorie connue et font entrevoir une liberté dont nous aimerions jouir nous-mêmes. Au mépris des notions toutes faites de virilité et de féminité, ils se façonnent leur propre image, toujours spectaculaire. Ils sont mystérieux, insaisissables. Le dandy sait entrer en résonance avec le narcissisme de chacun des deux sexes. Les femmes s'adressent à son côté féminin, les hommes l'accueillent comme un des leurs. Faites-vous dandy. Votre présence ambiguë et tentatrice réveillera les désirs refoulés. Le dandy au masculin. Rodolfo Guglielmi avait 18 ans, quand, en 1913, il quitta son Italie natale pour émigrer aux États-Unis. Dénué de savoir-faire particulier, il était néanmoins un beau garçon et excellent danseur. Pour faire fructifier ses qualités, il s'embaucha dans ce que l'on appelait à Manhattan des thés dansants, des établissements fréquentés par des jeunes filles qui y venaient seules ou entre amis et louaient un cavalier pour un simple tour de danse. Ces danseurs pratiquaient notamment la valse et le tango et, moyennant une modeste obole, distrayaient ces demoiselles, les faisant virevolter, puis flirtant et bavardant avec elles après la danse. Par sa gracieuse aisance et sa jolie silhouette, Rodolfo Guglielmi se fit rapidement un nom dans le métier. Sa profession le conduisait à passer beaucoup de temps en compagnie des femmes. Il apprit vite à leur plaire, à subtilement les imiter et à les mettre à l'aise, mais pas trop. Il se mit à soigner sa tenue, porta un corset sous sa chemise pour affiner sa taille, acheta une montre bracelet, considérée à l'époque comme un bijou efféminé, et se fit appeler Marquis. En 1915, il décrocha des contrats avec de grands restaurants pour y faire des démonstrations de tango. Il changea de nom et devint Rodolfo Di Valentina. Un an plus tard, il s'installait à Los Angeles. Il voulait tenter sa chance à Hollywood. Désormais connu sous le nom de Rudolph Valentino, Guglielmi obtint quelques rôles de figurant dans plusieurs films de série B. Enfin, en 1919, il décrocha un vrai rôle dans The Eyes of Youth. Il y jouait le rôle d'un séducteur d'un genre peu commun qui se faisait remarquer des femmes par sa grâce et sa délicatesse. Sa peau était lisse et son visage si fin que quand il se jetait sur sa proie et étouffait ses protestations d'un baiser, il faisait plus envie que peur. Il y eut ensuite Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, où il tenait le premier rôle masculin, celui du playboy Julio. Du jour au lendemain, il devint un sexe symbole grâce à une scène de tango où il séduisait une jeune femme par sa seule virtuosité. Cette séquence illustre la quintessence de ce qui attirait en lui. Le pied léger, le geste presque féminin, le tout totalement maîtrisé. Dans les salles obscures, il faisait littéralement défaillir les spectatrices, rien qu'en portant à ses lèvres la main d'une femme mariée, ou en humant une rose en compagnie de son amante. Il semblait tellement plus attentionné que les autres hommes. Pourtant, malgré sa délicatesse, il émanait de lui un trouble soupçon de cruauté qui rendait les femmes folles de lui. Dans son film le plus célèbre, Le Cheik, Valentino joue le rôle d'un prince arabe, lequel se révélera plus tard être un lord écossais abandonné en plein Sahara lorsqu'il était enfant, qui sauve du désert une aristocrate anglaise, puis la conquiert à la hussarde. Lorsqu'elle lui demande « Pourquoi m'avez-vous conduite ici ?» il lui répond « N'êtes-vous pas assez femme pour le savoir ?» Elle finit par tomber amoureuse de lui, comme le faisaient alors des millions de femmes de par le monde, émoustillées par cet étrange mélange de virilité et de féminité. Dans une scène du Cheik, la lady le met en joue avec une arme à feu. En retour, il pointe sur elle un mince fume-cigarette. Elle porte des pantalons et lui de longues djellabas, et ses yeux sont maquillés. Dans d'autres films, il lui arrivera de s'habiller et de se déshabiller dans une sorte de striptease dévoilant en partie son corps svelte.
Dans la quasi-totalité de ses films, il jouait des personnages exotiques. Un torero espagnol, un raja de l'Inde, un cheikh arabe, un noble français, etc. Avec dans tous une préférence marquée pour les bijoux et les uniformes ajustés. Dans les années 1920, dites les années folles, les femmes commençaient à jouir d'une certaine libération des mœurs. Au lieu d'attendre qu'un homme s'intéresse à elles, elles entendaient désormais prendre l'initiative. Mais leur désir profond était toujours que l'homme leur fasse perdre la tête. Valentino l'avait parfaitement compris. Sa vie privée correspondait à son image au cinéma. Il portait des bracelets, s'habillait avec une élégance impeccable et, dit-on, était cruel avec sa femme. Il la battait. Ses admiratrices n'avaient cure de ces 2 divorces, ni de l'apparent désert qu'était sa vie sentimentale. En août 1926, il décéda subitement à l'âge de 31 ans des complications d'un ulcère à l'estomac. Ce fut un cataclysme. Plus de 100 000 personnes suivirent son cercueil, d'innombrables pleureuses entrèrent dans une transe hystérique, et l'ensemble du pays prit le deuil. Rien de tel n'était jamais arrivé pour la mort d'un acteur. Dans son film Monsieur Beaucaire, Valentino joue le rôle d'un véritable dandy et se montre encore plus efféminé qu'à l'ordinaire, et sans la moindre touche de férocité. Ce film fut un échec total. Les femmes n'avaient que faire de Valentino en minet. Ce qui les excitait, c'était l'ambiguïté de cet homme dont tant de traits étaient féminins, mais qui leur faisait l'effet d'un homme, un vrai. Valentino s'habillait avec coquetterie et jouait de son physique comme une femme, mais son image était virile. Il faisait sa cour comme une femme l'aurait fait à sa place, sans hâte, avec attention et méticulosité, à son rythme et sans se ruer sur le passage à l'acte. Mais quand l'heure avait sonné de se montrer conquérant et hardi, il n'hésitait pas une seconde et subjuguait sa proie sans lui laisser la moindre chance de protester. Dans ses films, Valentino tenait avec une aisance consommée le rôle de gigolo qu'il avait jadis appris sur la piste de danse. On bavarde, on flirte, on débite des compliments, mais on garde toujours son sang-froid. Jusqu'à ce jour, Valentino demeure une énigme. Sa vie privée et sa personnalité demeurent enveloppées de mystère. Son image continue à séduire comme de son vivant. Il servit de modèle à Elvis Presley, obsédé par cette vedette du cinéma muet. Il est aujourd'hui imité par d'autres dandys qui jouent les androgynes sans se départir d'une touche de férocité. La séduction, qui a d'abord servi d'antidote au viol et à la violence, a toujours été et restera toujours la forme féminine du pouvoir et de la guerre. L'homme qui exerce ce type de pouvoir sur une femme renverse en réalité les rôles en se servant contre elle d'armes féminines. Plus il le fait subtilement et sans perdre sa masculinité, plus il est efficace en tant que séducteur. N'allez pas croire, comme beaucoup, que c'est la virilité brute qui est irrésistible. Le dandy a un effet beaucoup plus glauque. Il sert à la femme l'appât qu'elle préfère, une présence gracieuse, agréable et familière. Connaisseur en psychologie féminine, il soigne sa présentation, s'attarde aux détails et ne dédaigne pas un soupçon de coquetterie, mais assorti de cruauté masculine. Les femmes sont narcissiques. Elles tombent amoureuses des charmes de leur propre sexe. Le dandy les hypnotise et les désarme à force de charme féminin, ce qui les livre sans défense au trait masculin coup de grâce final. Le dandy efféminé est capable de séduire à grande échelle. Aucune femme ne peut vraiment le posséder, il est trop insaisissable, mais elles peuvent toutes rêver de le faire. Son secret? L'ambiguïté. Une sexualité résolument hétérosexuelle, mais un corps et une psychologie oscillant délicieusement entre masculin et féminin. Je suis une femme. Tout artiste est femme et doit aimer les autres femmes. Les artistes homosexuels ne sauraient être de véritables artistes car ils aiment les hommes. Et du fait qu'ils sont eux-mêmes des femmes, ils retombent dans la banalité. Pablo Picasso.
Le dandy au féminin. Dans les années 1870, la coqueluche de la bonne société de Saint-Pétersbourg était un pasteur, Henryk Gillot. Jeune et beau, frotté de littérature et de philosophie, il prêchait une sorte de christianisme éclairé. Des dizaines de jeunes filles amoureuses de lui assistaient à ses sermons juste pour le dévorer des yeux. Mais en 1878, il en rencontra une qui allait changer sa vie. Louise von Salomé, connue plus tard sous le nom de Lou Andreas Salomé, avait 17 ans, lui 42. Lou était ravissante avec de splendides yeux bleus. Elle avait beaucoup lu pour une fille de son âge et s'intéressait aux plus graves questions philosophiques et religieuses. Sa passion et son agilité intellectuelle émerveillèrent le pasteur. Chaque fois qu'elle venait le voir pour discuter avec lui, et c'était de plus en plus fréquemment, sa présence semblait illuminer son bureau, le rendre plus vivant. Avec l'inconscience de son jeune âge, peut-être flirtait-elle. Toujours est-il qu'un beau jour, l'ecclésiastique dut reconnaître qu'il était amoureux d'elle. Il lui offrit le mariage. Lou fut horrifié. Confus, le pasteur ne se remit jamais vraiment de cette rencontre. Il était le premier d'une longue série de victimes de Lou, dont certains fort célèbres, qui restèrent marqués à vie par leur amour déçu. En 1882, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche voyageait seul en Italie. Il reçut à Gênes une lettre de son ami Paul Rée, philosophe prussien qu'il admirait, lequel lui rendait compte de ses longues conversations avec une remarquable jeune russe, Lou von Salomé. Celle-ci se trouvait en villégiature à Rome avec sa mère. Paul Rée s'était arrangé pour l'accompagner pour de longues promenades en ville, sans chaperon, durant lesquelles ils avaient eu d'interminables discussions. Les idées de la jeune fille sur Dieu et le christianisme étaient très proches de celles de Nietzsche. Quand Rée lui avait dit que le célèbre philosophe était son ami, elle avait insisté pour qu'il l'invitât à se joindre à eux. Dans ses lettres suivantes, Rée revenait sur le charme mystérieux de Lou et le désir ardent qu'elle avait de rencontrer Nietzsche. Le philosophe se rendit donc à Rome. Quand Nietzsche fit la connaissance de Lou, il fut complètement subjugué. Elle avait les plus beaux yeux du monde, et dès leur premier entretien, il ne put s'empêcher d'y lire une effervescence en quelque sorte érotique. Mais il ne savait quelle contenance prendre. Lou gardait ses distances et ne réagissait pas à ses compliments. Quelle femme ensorcelante! Quelques jours plus tard, elle lui lut un poème qu'elle avait écrit, et il en pleura. Elle avait de la vie une conception qui se rapprochait tellement de la sienne. Décidant de profiter de l'occasion, Nietzsche lui offrit de l'épouser, sans savoir que Paul Rée l'avait fait avant lui. Lou déclina son offre. Elle s'intéressait à la philosophie, à la vie et à l'aventure, mais pas au mariage. Sans se décourager, Nietzsche continua à lui faire la cour. Lors d'une excursion au lac Horta avec Paul Rée, Lou et sa mère, il se débrouilla pour se retrouver seul avec la jeune fille et ils gravirent à pied le Monte Sacro, distançant les autres. Apparemment, les opinions et les mots de Nietzsche passionnaient la demoiselle. Dans une lettre ultérieure, le philosophe décrit cette excursion comme le plus beau rêve de sa vie. Désormais, il était possédé, obsédé. Il voulait épouser Lou et l'avoir à lui tout seul. Quelques mois plus tard, Lou rendit visite à Nietzsche en Allemagne. Ils se promenèrent longuement ensemble et passèrent des nuits entières à discuter philosophie. Elle faisait écho à ses pensées les plus profondes et devançait ses idées sur la religion. Quand de rechef il lui demanda sa main, Lou lui reprocha d'être aussi conventionnel. N'était-ce pas lui qui avait développé la défense philosophique du surhomme libéré de toute morale? Pourtant, c'était elle qui, par nature, était la moins conformiste des deux. Cette attitude ferme et sans compromis, et ce soupçon de cruauté, ne fit qu'embraser Nietzsche davantage. Quand finalement elle repartit, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas la moindre intention de l'épouser, Nietzsche fut effondré. Pour tenter de se distraire de sa douleur, il écrivit « Ainsi parlait Zarathustra »,
ouvrage consacré à la sublimation de l'érotisme et profondément inspiré par ses conversations avec la jeune Russe. Ainsi, Lou von Salome fut bientôt connue dans toute l'Europe comme la femme qui avait brisé le cœur de Nietzsche. Elle s'installa à Berlin. Là, les plus grands intellectuels tombèrent l'un après l'autre sous le charme de son indépendance et de sa liberté d'esprit. Deux auteurs dramatiques, Gerhard Hauptmann et Franz Wedekind, s'éprirent d'elle. En 1897, ce fut le tour du grand poète autrichien Rainer Maria Rilke. Elle était à présent célèbre et publiait des romans. Cela contribua certainement à séduire Rilke, mais celui-ci était également attiré par l'espèce d'énergie masculine qu'il y avait en elle et qu'il n'avait jamais observée chez une femme. Rilke avait alors 22 ans et Lou 36. Il lui écrivit des lettres et des poèmes d'amour, la suivit partout et eut avec elle une liaison qui dura plusieurs années. Elle lui corrigea ses poésies, mit un peu de discipline dans ses vers les plus échevelés et lui inspira de nouveaux poèmes. Mais elle était rebutée par sa dépendance infantile, sa faiblesse. Incapable de supporter la moindre forme de fragilité, elle finit par le quitter. Consumée par son souvenir, Rilke la poursuivit longtemps. En 1926, sur son lit de mort, il supplia ses médecins « Demandez à Lou ce qui ne va pas chez moi. Elle est la seule à le savoir. » Il y avait quelque chose de terrifiant dans ces étreintes, écrira d'elle un homme. Elle vous regardait de ses inoubliables yeux bleus et disait « Accueillir le sperme est pour moi le comble de l'extase. » Et elle en avait un appétit insatiable. Elle était complètement amorale. C'était un vampire. Quant au psychothérapeute suédois Paul Bjerre, avec qui elle eut plus tard une liaison, il déclare « Je crois que Nietzsche avait raison de dire que Lou était une femme foncièrement mauvaise. Elle était le mal au sens goethien, le mal qui engendre le bien. Elle a dû détruire des vies et des couples, mais sa présence était passionnante. » Les deux émotions qui s'emparaient des hommes en présence de Lou Andreas Salomé étaient l'excitation et l'égarement. Les deux conditions indispensables à la séduction. L'inhabituel mélange de féminité et de virilité dont elle faisait preuve les grisait. Elle était splendide, elle avait un sourire ravageur, un maintien gracieux et aguicheur. Mais son indépendance et sa nature méthodiquement analytique la rendaient étrangement masculine. Cette ambiguïté s'exprimait dans son regard, à la fois coquet et inquisiteur. L'intérêt et l'insistante curiosité que lui vouaient les hommes provenaient de leur égarement. Nulle femme ne pouvait se comparer à elle. Ils voulaient en savoir davantage. Ce qui les excitait était la capacité qu'elle avait d'allumer en eux des désirs refoulés. Elle était totalement anticonformiste, et la fréquenter impliquait de briser toutes sortes de tabous. Sa masculinité était telle que la relation avec elle avait quelque chose d'homosexuel. Son côté mi-dominateur, mi-cruel réveillait des pulsions masochistes, chez Nietzsche par exemple. Il émanait d'elle une sexualité interdite. La puissance de son impact sur les hommes, certains restèrent amoureux d'elle leur vie durant, plusieurs se suicidèrent, d'autres connurent une période de créativité intense, d'autres encore la décrivent comme un vampire ou un démon, atteste des couches obscures de la psyché masculine qu'elle était capable d'atteindre et de perturber. Le dandy au féminin séduit en inversant les rôles homme-femme en matière d'amour et de séduction. L'apparente indépendance de l'homme et sa capacité de détachement semblent souvent lui donner l'avantage dans la dynamique entre les sexes. Une femme strictement féminine suscitera son désir, mais sera à la merci du soudain désintérêt de son amant. Une femme purement masculine, elle, n'éveillera aucun intérêt du tout. Mais faites-vous dandy, et vous inhiberez tous les pouvoirs de l'homme. Ne vous donnez jamais tout entière. Au plus fort de la passion, gardez votre indépendance et la maîtrise de vous-même. Vous pourriez bien quitter votre amant pour passer à un autre, par exemple. Faites-le lui savoir. Ou laissez-vous accaparer par autre chose que lui, votre travail, par exemple.
Les hommes ne savent pas se battre contre les femmes qui se servent contre eux de leurs propres armes. Cela les intrigue, les allume et les laisse impuissants. Rares sont les hommes capables de résister au plaisir tabou que leur offre le dandy au féminin. La séduction qui émane d'un être au sexe incertain ou dissimulé est puissante. Colette. Les clés du profil. Beaucoup, en ce début de XXIe siècle, s'imaginent vivre une époque particulièrement libérée sur le plan des mœurs. Quelle erreur! L'histoire abonde en périodes autrement licencieuses que la nôtre. La Rome impériale, l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle, le monde flottant du Japon du XVIIIe, etc. Certes, les rôles respectifs des deux sexes ont assurément changé, mais ce n'est pas la première fois. La société évolue en permanence, à l'exception d'un phénomène, la grande majorité des gens se conforment aux normes en vigueur. Ils se cantonnent au rôle qu'on leur assigne. Le conformisme est une constante de l'humanité, car l'homme est un animal social, c'est-à-dire moutonnier. À certains virages de l'histoire, il peut être à la mode de jouer les rebelles, mais quand des masses de gens s'engouffrent dans ce rôle, il n'a plus grand-chose de séditieux. Ne nous plaignons pas toutefois, car le conformisme bêlant des uns offre aux autres, ceux qui sont disposés à prendre quelques risques, d'immenses opportunités de gagner du pouvoir. Les dandys ont existé de tout temps et dans toutes les civilisations. Alcibiade dans la Grèce antique, Korechika au Japon à la fin du Xe siècle et beaucoup d'autres. Partout, ils ont prospéré sur le conformisme de la société. Le dandy se démarque du commun de façon radicale par sa mise et son maintien. La plupart d'entre nous étant secrètement frustrés par notre manque de liberté, nous sommes attirés par ceux qui, plus souples, n'hésitent pas à s'affirmer différents. Les dandys séduisent aussi bien les individus que les masses. On s'attroupe autour d'eux, on copie leur style, des foules entières sont à leurs pieds. En choisissant le profil du dandy pour concrétiser vos desseins, n'oubliez pas que celui-ci est par nature une fleur rare et belle. Affichez votre différence d'une façon à la fois spectaculaire et esthétique. Ne tombez jamais dans la vulgarité. Moquez-vous des modes. Tracez un chemin nouveau et traitez par le mépris tout ce que font les autres. La plupart des gens manquent de sûreté de soi. Ils se demanderont quelle mouche vous pique, mais tôt ou tard, ils en viendront à vous admirer et donc à vous imiter, car vous vous exprimez avec une confiance absolue en vous-même. Traditionnellement, le dandy se définit par son style vestimentaire. La plupart des dandys créent un style. Beau Brummel, dandy s'il en fut, passait des heures à sa toilette, notamment à parfaire le nœud inimitable de sa lavalière. Celle-ci le rendit célèbre en Angleterre pendant tout le début du XIXe siècle. Mais le dandy ne fait pas étalage de son élégance en personnage raffiné qui ne fait pas d'effort pour attirer l'attention. C'est elle qui vient à lui. L'individu qui arbore des tenues tapageuses manque soit d'imagination, soit de goût. Les dandys, eux, expriment leur mépris des conventions par touches subtiles. Le gilet rouge de Théophile Gautier, l'habit en velours vert d'Oscar Wilde, les perruques argentées d'Andy Warhol. Le premier ministre anglais Benjamin Disraeli possédait 2 cannes superbes, une pour le matin, une pour l'après-midi. Où qu'il fût, il changeait de canne à midi. La femme dandy s'y prend de la même façon. Elle a beau s'habiller en homme, comme George Sand, elle ajoute ça ou là un détail qui la distingue. Aucun homme n'allait vêtu comme elle. Coiffée d'un chapeau haute forme et chaussée de bottes d'équitation pour arpenter le pavé parisien, elle ne passait certes pas inaperçue. N'oubliez pas qu'un point de référence est nécessaire. Un style par trop extravagant vous fera taxer de matu-vu, ou même carrément de fou. Créez votre look en modifiant légèrement le style en vogue, et vous deviendrez un objet de fascination. Si vous vous y prenez bien, on vous imitera. Les élégants londoniens ne quittaient pas de l'œil le comte d'Orsay, fameux dandy des années 1830-1840. Un jour, surpris par une averse,
il acheta à un marin néerlandais croisé par hasard dans la rue son paltrock, sorte de lourd duffelcoat à capuchon. La mode s'en répandit comme une traînée de poudre. Cela va de soi. L'imitation dont vous êtes l'objet est un indice de votre pouvoir de séduction. Mais le non-conformisme des dandys ne se limite pas à l'apparence. C'est leur attitude vis-à-vis de la vie qui les singularise. Inspirez-vous de leur attitude et un cercle de disciples se formera autour de vous. L'impudence du dandy n'a pas de limite. Il se fiche des autres comme d'une guigne et ne cherche jamais à plaire à quiconque. La Bruyère avait remarqué que les courtisans qui s'acharnaient le plus à plaire étaient tous en perte de faveur. En effet, rien n'est plus contraire à la séduction. Les dandys plaisent aux femmes en leur déplaisant, note Barbet d'Aurevilly. L'impudence était le principal ingrédient du charme d'Oscar Wilde. Un soir, après la première d'une de ses pièces dans un théâtre londonien, le public enthousiaste réclama à grand prix que l'auteur monte sur scène. Oscar Wilde le fit attendre un temps considérable, puis se montra enfin, une cigarette aux lèvres, avec une expression de dédain absolu. « Il est peut-être mal élevé de me présenter en train de fumer, dit-il, mais ce l'est bien davantage de me déranger quand je fume. » Le comte d'Orsay n'avait rien à lui envier. Un soir, dans un club de Londres, l'un des Rothschild, un pingre notoire, eut la maladresse de faire tomber par terre une pièce d'or. Lorsqu'il se pencha pour la ramasser, le comte sortit de sa poche un billet de 1000 francs, qui valait considérablement plus que la pièce, le roula et l'alluma en guise de bougie. Puis il se mit à quatre pattes comme pour donner de la lumière et aider Rothschild dans sa recherche. Seul un dandy pouvait se permettre pareille insolence. Celle du libertin est liée à son désir de conquérir une femme. Il se fiche de tout le reste. L'insolence du dandy, elle, vise la société et ses conventions. Ce n'est pas d'une femme qu'il ambitionne de faire la conquête, mais de tout un groupe, tout un milieu social. Or, comme les gens sont oppressés par le devoir de se montrer toujours polis et dévoués, ils sont ravis de fréquenter quelqu'un qui fait litière des civilités. Les dandys sont des maîtres de l'art de vivre. Ils vivent pour le plaisir et non pour le travail. Ils s'entourent de beaux objets, mangent et boivent avec autant de délices qu'ils exhibent leurs vêtements. C'est ainsi que le grand écrivain romain Pétrone, auteur du Satyricon, parvint à séduire l'empereur Néron. À la différence du morne Sénèque, grand penseur stoïcien et précepteur de Néron, Pétrone savait faire de chaque détail de la vie, banquet ou simple conversation, une aventure esthétique. Pareille attitude ne saurait être imposée autour de soi. Il ne faut quand même pas se faire détester. Cependant, si vous semblez sûr de vous et de votre goût, cela attirera les gens. Le secret est de faire de toute décision un choix esthétique. Votre capacité à éloigner l'ennui en faisant de votre vie une œuvre d'art fera beaucoup apprécier votre compagnie. Le sexe opposé est pour chacun un mystère impénétrable. C'est précisément cet inconnu qui crée l'attrait sexuel. Il est aussi source d'agacement, voire de frustration. Les hommes ne comprennent pas comment fonctionnent les femmes, et réciproquement. Chacun tente plutôt d'inciter l'autre à se comporter comme un membre de son propre sexe. Les dandys ont beau ne pas chercher à plaire, ils ont au moins un avantage. Par leur transversalité psychologique, ils touchent votre narcissisme foncier. Les femmes s'identifient à Rudolph Valentino pour la délicatesse et l'attention avec lesquelles il les courtise. Les hommes s'identifient à Lou Andreas Salomé quand elle se détourne de tout engagement durable. Dame Sei Shonagon, auteur de Notes de chevet, qui vivait à la cour du Japon au début du XIe siècle, fascinait les hommes, surtout les hommes de lettres. Elle était d'une indépendance farouche, écrivait d'incomparables poésies et savait garder ses distances. Les hommes refusaient de s'en tenir à son amitié ou à sa compagnie comme si elle eût été un homme. Charmés par son empathie avec la psyché masculine, ils tombaient amoureux d'elle. Ce type de travesti mental
capable de mimétisme avec le sexe opposé, adoptant sa façon de penser, imitant ses goûts et ses attitudes, a un pouvoir de séduction ravageur, car il fascine littéralement ses proies. D'après Freud, la libido humaine est par essence bisexuelle. Nous sommes pour la plupart attirés d'une façon ou d'une autre par notre propre sexe, mais les conventions sociales, d'ailleurs variables selon les civilisations et les époques, refoulent ces pulsions. Le dandy offre une échappatoire à cet interdit. Dans plusieurs de ses pièces, William Shakespeare met en scène une jeune fille qui, pour garder l'incognito, doit se travestir en garçon. Rappelons qu'à l'époque, les rôles féminins étaient tenus au théâtre par des hommes. Ce travesti suscitait diverses manifestations d'intérêt sexuel de la part des personnages masculins, ravis de découvrir ultérieurement que ce garçon était en réalité une fille. Ainsi, par exemple, de Rosalind, dans Comme il vous plaira. Des actrices telles que Joséphine Baker et Marlène Dietrich s'habillaient volontiers en hommes, ce qui leur valait un succès fou auprès des hommes. De même, les jolis garçons, version légèrement efféminée du mâle, ont toujours séduit les femmes qui les trouvent mignons. Rudolph Valentino en est un bon exemple. Elvis Presley avait un visage et des hanches de jeune fille, portait des chemises à jabot de dentelle et se maquillait les yeux. Les femmes le repérèrent très vite. À propos de Mick Jagger, le cinéaste Kenneth Anger évoquait un charme androgyne qui constituait une partie importante de son attrait sur les filles très jeunes et touchait leur inconscient. Depuis des siècles, l'Occident fétichise plus la beauté féminine que celle des hommes. Il est donc compréhensible que le visage de Montgomery Clift séduise davantage que celui de John Wayne. Le personnage du dandy a également toute sa place en politique. John F. Kennedy offrait un curieux mélange de virilité, par exemple quand il jouait au foot contre les Russes sur la pelouse de la Maison-Blanche, et de féminité, par sa grâce et son élégance. Cette ambiguïté constituait une grande partie de son pouvoir de séduction. Disraeli était un incorrigible dandy, aussi bien dans ses manières que dans sa mise. D'ailleurs, certains ne savaient trop qu'en penser, mais son indifférence à l'opinion d'autrui imposait le respect. Et bien sûr, les femmes l'adoraient. Elles adorent toujours les dandys. Elles appréciaient ses qualités féminines, sa délicieuse courtoisie, son sens esthétique et son élégance vestimentaire. De fait, le pouvoir de Disraeli reposait essentiellement sur une femme, la reine Victoria d'Angleterre. Il ne faut pas se méprendre sur l'apparente réprobation sociale que suscite le dandy. La société affiche sa méfiance vis-à-vis des androgynes. D'ailleurs, le Satan de la religion chrétienne est souvent représenté sous des traits ambigus. Mais la société cache son jeu. Le dandy la fascine, car ce qui est le plus refoulé est aussi le plus séducteur. Amusez-vous à jouer les dandys, et les gens projetteront sur vous toutes sortes de fantasmes secrets. La clé d'un tel pouvoir, c'est l'ambiguïté. La société est peuplée de gens qui jouent leur rôle au premier degré. Celui qui refuse d'être grégaire suscite l'intérêt. Soyez donc à la fois masculin et féminin, impudent et charmant, fin et scandaleux. Laissez aux autres le soin de se conformer aux normes, ils bénéficient de l'obscur anonymat des foules. Quant à vous, vous convoitez un pouvoir plus grand qu'ils ne peuvent l'imaginer. Le symbole du dandy est l'orchidée. Sa forme et sa couleur rappellent curieusement les deux sexes. Son parfum est suave et décadent. C'est une fleur du mal des tropiques. Délicate et d'un raffinement extrême, elle est estimée pour sa rareté. Elle ne ressemble à aucune autre fleur. Les dangers. La force du dandy est aussi son tourment. Qu'il soit homme ou femme, il transgresse les rôles traditionnels respectivement attribués aux deux sexes. Porteur d'une forte charge de séduction, ce comportement est aussi périlleux car source de beaucoup d'angoisse et d'insécurité. Le pire danger viendra souvent des représentants de votre propre sexe. Rudolph Valentino fascinait les femmes, mais les hommes le détestaient. On l'accusait d'un manque de virilité pervers, ce qui le fit beaucoup souffrir.
De même, Lou Andreas Salomé était haï des femmes. La sœur de Nietzsche, qui était peut-être l'amie la plus proche du philosophe, la tenait pour une sorcière et déchaîna contre la belle Russe une virulente campagne de presse longtemps après la mort de son frère. Il n'y a pas grand-chose à faire en pareil cas. Certains dandys ont tenté de détruire l'image qu'ils s'étaient eux-mêmes créée, mais en vain. Pour prouver sa virilité, Rudolph Valentino disputa un match de boxe, tentative qui fut jugée pathétique. Accueillir les moqueries avec une grâce insolente est une meilleure tactique. Après tout, le dandy ne fait pas grand cas de ce que les gens pensent de lui. Andy Warhol joue à ce jeu jusqu'au bout. Quand le public était las de ses singeries ou que le scandale éclatait, il ne cherchait pas à se défendre. Il changeait simplement de personnage. Artiste bohème, portraitiste de la bonne société, etc. C'était une façon de faire savoir, non sans une pointe de dédain, que ce n'était pas à lui, mais à la réceptivité du public de changer. Mais l'insolence a ses limites. Voilà un autre danger. Beau Brummel, qui s'enorgueillissait de deux choses, sa svelte silhouette et sa langue de vipère, avait pour principal mécène le prince de Galles. Ce dernier, sur le tard, avait pris de l'embonpoint. Lors d'un dîner chez le prince, le besoin se fit sentir d'appeler le maître d'hôtel. Beau Brummel suggéra « Sonnez donc, Big Ben », faisant allusion à l'imposante tour de Londres qui sonne l'heure. Loin de goûter ce mot d'esprit, le prince fit mettre l'insolent à la porte et ne lui adressa plus jamais la parole. Privé de l'appui de la couronne, Brummel sombra dans la misère et perdit la raison. Ainsi, même le dandy doit se tenir à carreau. Il est vrai qu'un dandy digne de ce nom sait faire la différence entre une plaisanterie bien mise en scène sur le dos de l'establishment et une remarque réellement blessante ou insultante. Évitez de vous aliéner les gens qui ont le pouvoir de vous faire du tort, sauf si vous êtes de ceux dont l'excentricité est tolérée, les artistes notamment. Dans le monde du travail, en revanche, mieux vaut mettre une sourdine. Prenez le parti d'être original et drôle, plutôt que de jouer les rebelles et de déstabiliser le groupe en bousculant les conventions.